Quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Bruno Pi, je suis enseignant des facultés de droit à l'Université de Lorraine. Et je voudrais commencer d'abord par remercier évidemment les organisatrices de m'avoir invité. Et puis, je voudrais commencer par citer quelques prénoms, parce que ça me semble important de rappeler d'où on vient, avant d'évoquer ce qu'on va essayer de changer dans les mois et les années à venir. Les prénoms, il y en a qui ont déjà été cités. Évidemment, Marcel Nuss. Marcel, pourquoi ? Parce que c'est celui par lequel moi j'ai été interpellé sur ces questions, et c'est surtout celui qui m'a permis de rencontrer, deuxième prénom, Amélie, puisque c'est par son entremise qu'on s'est rencontrés à Erstein, où il habitait à l'époque. Et c'est lui qui a su m'interpeller, mais surtout mettre des mots sur la problématique. Et je me souviens en particulier d'une métaphore qu'il utilisait régulièrement. Il avait des punchlines. Marcel Nuss était un tribun qui savait très bien communiquer. Et sur la question de sexualité handicap, il utilisait cette image. Elle n'est pas de lui, mais peu importe. Il l'utilisait très bien en disant sexe et handicap. Il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui sont concernés, et puis ceux qui sont impliqués. Concernés, impliqués, et pour expliquer la différence entre les deux, il disait c'est l'allégorie de l'omelette au lard. Dans l'omelette au lard, il y a la poule, elle est concernée puisque ce sont ses œufs qui servent à faire l'omelette, etc. Mais il y a le cochon, et le cochon, lui, il est impliqué parce que c'est un petit bout de lui qui est dedans. Et donc, aujourd'hui, je vais, en tant que concerné, essayer de partager avec vous un certain nombre d'éléments. Marcel nous a montré qu'on pouvait être impliqué et en même temps acteur et même promoteur d'un certain nombre d'innovations et de progrès. Et puis il y a d'autres prénoms qui méritent d'être cités. Julie, évidemment, Julie Bandel, que j'ai rencontrée un petit peu plus tard, parce que c'est une autre occasion qui m'a donné la possibilité de la rencontrer. C'est le conseil du département 54, la Meurthe-et-Moselle, qui a réuni il y a 3 ans un certain nombre d'acteurs en mettant autour de la table ceux qui voulaient tenter de proposer une expérimentation dans le domaine en termes de services autour du handicap, dans le domaine de l'affectivité, de la sexualité. Et donc, ils nous ont repérés, j'imagine, sur le net, les uns, les autres. Il y avait évidemment Intimagir, et c'est là que j'ai rencontré Julie, et c'est là qu'on a commencé à échanger et à travailler ensemble. Mais il y a d'autres prénoms qu'il faut citer quand on parle de sexe et d'actualité, puis de droit, parce qu'on va parler de droit, évidemment. Les autres prénoms qu'on peut citer, Gérard Depardieu, condamné il y a 2 jours, c'est quand même une innovation que des personnalités de cette envergure puissent devoir rendre des comptes en justice, évidemment. Gisèle Pellicot, les viols de Mazan, la soumission chimique, etc. Une onde de choc mondiale. Il y a une pétition qui tourne pour qu'on lui octroie le prix Nobel de la paix. C'est dire si ça va loin. Mais bon, les statuts de commandeurs comme celle de Gérard Depardieu ont commencé à se fissurer, mais il y a d'autres personnalités qui émergent. En gros, tout ça pour dire que sur le sexe, le droit, et on va y venir, sexe, droit et handicap, il y a des choses qui bougent, il y a des pulsations négatives, des condamnations, des cours d'assises, des sanctions pénales, mais aussi positives, des expérimentations et peut-être demain des législations, qui sait, puisque vous avez eu l'extrême ambition d'intituler ce festival « Osons changer les codes ». Alors les codes, je me suis interrogé, de quels codes on parle ? Les codes sociaux, la manière de fonctionner, des codes informatiques ou des codes juridiques, le code pénal, le code civil, c'est ça qu'on va changer aujourd'hui. On n'en a malheureusement pas la compétence, la légitimité, mais il n'empêche que l'optimisme qui était celui de Marcel Nuss, qui est entretenu par Amélie, par Julie, nous montre, je crois, que à défaut de changer la loi aujourd'hui à Oswald, on peut, rien que par les mots et par les démarches, les actions, faire changer la société. Et ensuite, la société changera ses lois. On verra ce qui est possible, ce qui est envisageable en la matière. Alors, pour commencer et pour revenir ou rester plutôt dans ma zone de confort, le droit.
il faut rappeler 2-3 fondamentaux sur le droit, en général. Ensuite, sur le droit et la sexualité. Et puis, dans un troisième temps, évidemment, droit, sexualité et handicap, puisque c'est notre objectif. Selon une méthodologie classique chez les juristes, on part d'un plan large pour arriver ensuite à un travelling sur l'objet de notre intérêt. Le droit, qu'est-ce que le droit a à dire concernant le sexe, la sexualité, l'affectivité, la sensualité? Eh bien, le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique. C'est le droit. Bien. Il n'y a pas de société sans droit. Ça n'existe pas. Depuis la nuit des temps, du fin fond de la Papouasie jusqu'en Alaska, il y a des humains qui se regroupent et ils se dotent de règles avec des permis et des interdits. Le droit, c'est ce qui va dire ça c'est interdit, ça c'est permis, et ça va être plus ou moins élaboré, ça va être plus ou moins précis. Il y a différentes formes, mais sur le fond, il y a des hommes ou il y a des sociétés, il y a du droit. Et bien évidemment, ces règles de droit, eh bien, elles vont dessiner des interdits en matière de sexualité. Il y a depuis toujours, alors c'est pas les mêmes dans toutes les sociétés, mais des règles. La sexualité totalement anarchique, sans règles, etc., ça peut être un fantasme, mais ça n'a jamais été une réalité. Il y a toujours eu des règles sur qui peut avoir des relations ou qui ne peut pas avoir des relations avec autrui. Je fais super court là-dessus. En France, pendant des siècles, il a été construit un modèle juridique qui était la seule sexualité permise, c'était officiellement la sexualité dans le mariage entre un monsieur et une dame mariés pour faire des enfants. Tout le reste était soit interdit, soit en tout cas clandestin. Parce que faut pas non plus être complètement ignare. Il y avait une sexualité autre que dans le mariage et pour faire des enfants, mais c'était sous les radars, caché, avec les maisons closes, avec des concubinages, des enfants bâtards nés hors mariage, etc. Mais sous les radars du droit, ou interdit, c'était le principe jusqu'au milieu du XXe siècle. Milieu du XXe siècle, un certain nombre d'évolutions sociétales. La société française change, et en particulier au carrefour des années 1970, elle va changer et elle va décloisonner les règles juridiques sur la sexualité pour dire finalement, eh bien, il n'y a pas que dans le mariage qu'on peut avoir une vie de couple, qu'on peut avoir une vie sexuelle. C'est pas uniquement une sexualité reproductive. Il y a aussi une liberté d'accéder à des activités érotiques pour le plaisir. 1970, on est quelques années, 2 ans après mai 68, c'est pas une coïncidence. C'est le moment où la société veut changer un certain nombre de paradigmes. Et il y a un juriste célèbre de l'époque, Jean Carbonnier, qui va dire, eh bien, après ces réformes des années 70, eh bien, à chacun sa famille, à chacun son droit, ce que on peut aussi analyser comme étant à chacun sa sexualité, à chacun son droit. On va dépénaliser l'adultère, on va libéraliser l'homosexualité, etc. On desserre le corset qui jusqu'alors était strictement enserré autour de la famille dans le mariage pour permettre une diversité dans les formes de sexualité licites, conformes au droit, qui ne sont plus interdites évidemment. L'homosexualité a été dépénalisée, l'adultère aussi, mais qui ne sont même plus cachées, clandestines. On va assumer un certain nombre de choses. C'est l'émergence du concubinage, ce qui viendra par la suite, le Pax, puis le mariage pour tous, le mouvement s'amplifiant dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, le droit et la sexualité, c'est des questions qui se posent depuis longtemps. Mais ce qu'il faut préciser dans cette première partie, sur les 3 que je veux exposer aujourd'hui, c'est la question des mots qu'on emploie. En effet, j'ai bien écouté ce qui a été dit par les organisatrices et les présentatrices ce matin. À 3 reprises, il a été évoqué le droit à la sexualité. Le droit à la sexualité pour tous, le droit à la sexualité pour telle ou catégorie, pour les personnes en situation de handicap, etc. Or, ce terme n'est pas, pour un juriste, un terme adéquat. Parce que ça n'existe pas, le droit à la sexualité, et ça n'existera pas.
Ça n'existera jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je m'attaque à ce mot droit à? Parce que, en fait, il faut faire la différence fondamentale entre un droit et une liberté. Un droit créance, c'est une prérogative qui est entérinée par des textes et qui permet aux titulaires de droit d'exiger, soit si c'est un droit sur une chose, le droit de jouir d'une chose, ou si c'est un droit personnel, le droit d'exiger une prestation. Il a un droit garanti généralement par la loi. Si ce droit n'est pas satisfait, il peut aller voir le juge pour être indemnisé, soit une exécution forcée, soit une indemnisation. Le droit du salarié, c'est d'avoir un salaire, c'est d'avoir des congés, etc. C'est un droit. S'il n'est pas rémunéré, il peut aller voir le juge qui va condamner l'employeur, soit à verser le salaire, soit à réparer les conséquences, etc. Le droit du locataire, le droit du propriétaire, le droit du patient, ce sont des droits. Droit créance, ils sont satisfaits, très bien. Ils ne sont pas satisfaits, on va voir le juge qui peut condamner. En matière de sexe, est-ce que on peut parler d'un droit à la sexualité pour qui que ce soit, valide ou personne en situation de handicap? Évidemment non. Est-ce qu'on peut, pour élargir le propos, parler d'un droit au mariage? Est-ce qu'un individu qui n'est pas marié et qui voudrait l'être, passé l'âge de 25 ans, pourrait dire, mais j'ai droit au mariage, moi? Je vais voir le juge, monsieur le juge, j'ai pas de conjoint, faut m'en trouver un ou m'indemniser. Tout le monde éclaterait de rire, comme vous venez de le faire, en disant, mais non, il y a une liberté encadré par les textes, qui permet à ceux qui le souhaitent et qui ont rencontré un conjoint lui-même d'accord, etc., de se marier, liberté de se marier. Mais il n'y a jamais eu un droit à mariage pour personne. Revenons au sexe. Eh bien, en matière de sexualité, est-ce que vous, moi, Amélie, Julie, avons un droit à la sexualité? Si, aujourd'hui, 16 mai, ça fait 3 mois que je n'ai pas eu une activité sexuelle, est-ce que je peux aller voir le juge en disant, monsieur le juge, là, ça fait 3 mois, donc maintenant, ou vous me trouvez quelqu'un là, ou vous m'indemnisez. Tout le monde là encore me mettra dehors en disant mais il est totalement utopiste. Personne n'a un droit à la sexualité, personne. Valide, non valide, en situation de handicap, physique ou psychologique, personne n'a un droit à la sexualité. Et c'est important parce que sinon, si on emploie ce terme de droit à la sexualité, ça laisse à entendre à certains que ils ont une sorte de prérogative qui, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, eh bien, pose un problème juridique. Non, personne, je le redis une xème fois, n'a un droit à la sexualité. Alors, quels sont les mots et quelles sont les notions qui sont derrière ce rapport de l'individu en général à la sexualité? Eh bien, le rapport, c'est un rapport de liberté. Et c'est là qu'on aborde le deuxième grand point de mon intervention, c'est que dit le droit au sujet du sexe en termes de permis et d'interdit. Eh bien, le principe juridique essentiel du droit français, mais de la plupart des autres législations, c'est le principe de la liberté sexuelle. Le principe, c'est la liberté avec, on va le voir, des exceptions et restrictions. Mais commençons par le principe avant de voir les restrictions. La liberté sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, chaque individu titulaire de droit, de par sa naissance, en France, depuis l'abolition de l'esclavage, tous les êtres humains qui sont sur le sol français ont des droits, mais ils ont aussi le libre exercice d'un certain nombre de libertés, liberté de conscience, liberté philosophique, religieuse, manifestation, et puis ils ont une liberté d'avoir une vie sexuelle. Chacun d'entre nous est libre, premièrement, de ne pas avoir de vie sexuelle. Il y a 6 ou 7% d'individus qui sont asexuels, ils n'ont pas de sexualité. C'est leur liberté de ne pas en avoir. Liberté de n'avoir aucune vie sexuelle ou d'avoir une vie sexuelle avec un partenaire hétéro, avec un partenaire homo, avec 2 ou avec 6 ou avec 12 partenaires. Liberté sexuelle et ainsi de suite. Liberté d'avoir une sexualité solitaire. Que dit le droit sur la masturbation? Rien. Est-ce que le fait qu'un individu s'adonne à la masturbation ou ne s'y adonne pas, soit adepte, c'est indifférent sur le plan du droit. On est dans le domaine de la liberté et dès lors qu'on ne touche pas à, on va le voir, un des 3 interdits fondamentaux du droit, liberté sexuelle,
avoir une sexualité ou pas, seul ou à plusieurs, à 3, à 12, à 60, avec la formule que l'on peut tous se connaître, avec 5 fruits et légumes par jour, si vous voulez. Chacun est libre d'avoir une sexualité. On peut donc décrire pédagogiquement ça comme un océan de liberté, mais évidemment, il y a 3 îlots d'interdits qu'on va expliciter ensemble, puisqu'ils s'appliquent à tout le monde, y compris dans le milieu du handicap, qui sont les interdits d'actes imposés au corps de quelqu'un. On va parler des agressions, du viol, etc. Premier interdit fondamental. Mais il y en a un deuxième qui est sans contact physique, d'imposer à autrui soit un spectacle, soit une situation. Et on parlera d'exhibition, de harcèlement, d'outrage. Et puis, 3e îlot d'interdit, nous parlerons après des actes qui sont périphériques à la prostitution, ce qui nous conduira à évoquer, évidemment, dans un 3e temps, la grande question de l'accompagnement que, avec la PAS, on a traité depuis longtemps. Certains parlent d'accompagnement, d'autres d'assistance. On viendra là-dessus dans un dernier temps. Donc d'abord, la liberté sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan du droit? En précisant d'emblée que je ne peux, moi, m'exprimer que sur le plan du droit. Ça, je suis en train de penser que si je vais vite m'étouffer. Le bonheur d'avoir une assistante et de pouvoir lever la main et d'avoir quelqu'un qui court, j'adore. J'aurais voulu être magicien, avoir comme ça une assistante en juste au corps pour sortir les lapins du chapeau. Je plaisante. La liberté sexuelle, je ne vais en parler, moi, que sur le plan du droit. On m'a demandé, Amélie et Julie m'ont demandé en tant que juriste, en tant que professeur du droit. Pourquoi je précise ça? Parce que je n'en parle pas sur le plan poétique, érotique ou moral. Et j'en profite pour faire un petit rappel. Le droit et la morale peuvent parfois se recouper, mais ont des champs bien différents. La morale, c'est l'art de différencier le bien du mal, symboliquement. Du latin moralis, distinction entre le bien et le mal. Le droit, c'est une organisation de la vie en société avec des règles sur permis et interdits. Quelque part, et sur bon nombre de sujets, le droit est amoral. Il ne dit pas ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Le droit, il dit ce qui est permis et ce qui est interdit. Et dans certains cas, on va le voir, il y a des choses qui sont tout à fait licites, permises, moralement discutables. Moralement et même parfois sanitairement. On rencontre des cas dans lesquels on va avoir des gens qui ont une sexualité extrêmement débridée, avec des partenaires multiples, sans protection, etc. Je repense un récit d'il y a quelques années, mais vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, la vie sexuelle de Catherine M. Catherine Millet, qui expliquait que elle, sa vie sexuelle avec son mari de l'époque, c'était tous les week-ends, il participait à des activités de groupe, il y avait des vingtaines, des trentaines d'individus, parfois dans les bois, elle savait même pas, parfois, comme elle ne voyait pas la situation, elle ne savait même pas combien d'hommes avaient pénétré son corps, c'était son choix. Moralement, on peut discuter, sanitairement, c'est quand même acrobatique et potentiellement dangereux, mais juridiquement, on est dans la liberté sexuelle. Cette liberté sexuelle, en droit, elle en trouve 2 manifestations importantes que je veux évoquer avec vous. D'abord, elle va trouver à s'appliquer quand, dans une institution, il peut arriver que des gens un peu rigoristes, un peu moralisateurs, veuillent vraiment limiter la sexualité, voire l'interdire. Et on a vu parfois des règlements intérieurs de structures, prohiber la sexualité. En disant, chez nous, pas de sexe. No job, in job, pas de sexe dans la boutique, etc. Très bien. Et il se trouve que dans un établissement hospitalier de Gironde, dans le CHS de Cadillac, un jour, il y a eu une équipe de gouvernance qui a eu cette idée d'inclure dans le règlement intérieur pas de sexualité dans l'établissement. Personne. No sexe. Un des usagers hospitalisés sous contrainte, a contesté ce règlement intérieur devant le tribunal administratif de Bordeaux en disant, mais attendez, c'est une atteinte disproportionnée à ma vie privée, y compris dans sa dimension sexuelle, d'où est-ce qu'on peut interdire la sexualité pour tout le monde tout le temps? Il y a quand même les principes fondamentaux en droit, dans la Constitution sur la liberté. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne saurait être empêché. Est-ce que par un règlement intérieur, on peut annihiler
toute expression de la libido des gens dans un établissement, en l'occurrence, public. Eh bien, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux lui ont donné raison et ont annulé le règlement intérieur en disant la liberté d'avoir une vie privée, y compris d'avoir une sexualité, est une liberté fondamentale. Il peut y avoir des restrictions, bien sûr, mais ces restrictions ne peuvent découler, que de la loi, d'autre part, elles ne peuvent être que strictement limitées à certaines personnes dans un certain laps de temps et motivées. En l'occurrence, on est dans un établissement sanitaire. Peut-il y avoir des interdits médicaux, des restrictions médicales à la sexualité? Oui, mais elles doivent être médicalement motivées et limitées dans le temps et dans l'espace. Interdire tout sexe pour tout le monde dans l'établissement est une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale de la sexualité. Cette liberté sexuelle, c'est pas juste une sorte de pétition romanesque. C'est un principe de droit qui peut, devant le juge, être couronné de succès en cas de contestation. Deuxième illustration de cette liberté sexuelle devant une autre juridiction, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit il y a 20 ans, l'affaire K.A. et A.D. contre Belgique. K.A. et A.D. sont deux hommes qui, dans le cadre d'un club libertin, ont des activités avec l'épouse de l'un des deux, tout le monde est consentant, qui sont des relations sadomaso. Relations sadomaso de haute intensité. C'est pas gentiment des petites clacounettes avec un foulard en soie, il y a des incisions, des sutures, des saignements, c'est déjà du hard dans un donjon d'un club libertin en Belgique. Il se trouve que lors d'une perquisition dans ce club pour des histoires de stupes, les policiers belges tombent sur des cassettes vidéo qui ont été faites et tombent donc sur des scènes de violence dans le cadre d'activités sexuelles entre deux hommes, K.A. et A.D., et cette dame, et choqués, moralement, choqués, ils transmettent au procureur royal de Belgique, qui, choqué également, poursuit les deux auteurs pour les violences commises sur cette dame, puisqu'il y a des images, etc. Ils sont donc poursuivis et condamnés par le tribunal belge pour les violences qui ont été commises. Et ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui va statuer, et quel est leur argument? Leur argument est de dire, mais ce qu'on peut faire entre adultes consentants dans un club privé ne concerne que notre vie privée, et qu'on ait des goûts sexuels atypiques, ça peut choquer certains, mais juridiquement, on est dans l'exercice de notre liberté sexuelle, on n'est pas dans les catégories des interdits dont on va donner tout à l'heure le détail. Et qu'est-ce que va dire la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt célèbre? Eh bien, la liberté d'avoir des activités corporelles et d'engager son corps, y compris dans des activités physiquement ou moralement dangereuses, est une manifestation de vie privée et de liberté. Oui, dans un monde civilisé moderne, les adultes sont libres d'avoir des activités, y compris physiquement ou moralement dangereuses, de manière générale. Ils peuvent faire des sports dangereux, ils peuvent avoir des conduites à risque, etc., pour eux-mêmes, y compris dans le domaine de la sexualité. La liberté sexuelle, c'est pas juste une pétition de principe, etc., c'est du droit, puisque quand par un règlement intérieur ou par des poursuites, on vient percuter cette liberté et vouloir l'entraver ou la réprimer, alors, eh bien, les tribunaux français ou la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, peuvent et vont s'appuyer sur cette liberté sexuelle, qui est un principe fort pour tout le monde, que l'on soit valide ou non valide. Liberté, j'ai bien utilisé ce terme, et pas de droit à la sexualité. C'était le but de cette première partie. Maintenant, il y a des limites. Dans cet océan de liberté, il y a évidemment des îlots d'interdits et on ne va pas prétendre l'inverse. Après les affaires Pellico, Depardieu, Weinstein, etc., il y a des interdits. Première famille d'interdits, les actes imposés au corps d'une personne. C'est viol, agression et atteinte sexuelle, catégorie qui concerne plusieurs comportements que je vais sommairement décrire. Évidemment, on aura, je pense, un temps d'échange possible
pour revenir sur certaines définitions, sur certains textes, etc. Le deuxième îlot, je l'ai dit, ce sera les atteintes sans contact corporel. Et puis le troisième, ça sera ces actes périphériques à la prostitution. Alors, commençons par les viols et agressions. Et d'autant plus que c'est une question qui est dans l'air du temps, puisque l'Assemblée nationale vient de voter ces dernières semaines une modification de la définition du viol. Le Sénat sera saisi mi-juin. Quelques mots sur le viol et ce que c'est et ce que ça n'est pas. Pendant très longtemps, en France, le viol, jusqu'en 1978, dans le code pénal, c'était exclusivement le fait qu'un homme impose à une femme une pénétration vaginale par son pénis. Il fallait qu'il y ait pénétration vaginale par un pénis masculin par la force pour qu'il y ait viol. C'était la définition ancestrale, tradie, historique, etc. Il se trouve que on est dans les années 70 et que la société est en pleine évolution et surtout, il y a une affaire qui va faire beaucoup de bruit, portée par Gisèle Halimi, décédée récemment, avocate en tête du combat des féministes sur ce point, suite à une affaire de viol dans les Calanques, eh bien, le Parlement français va modifier sa définition du viol en 1978. La première lecture 78, ce sera adopté par la loi du 23 décembre 1980. En France, à partir de 1980, la définition de viol devient tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé à autrui par violence ou contrainte ou surprise. Très important, cette définition moderne, elle a aujourd'hui 45 ans, c'est une définition qui élargit la possibilité de qualifier viol des actes autres que la pénétration vaginale, puisque c'est évidemment également un viol que d'imposer une pénétration anale ou buccale, depuis 45 ans. Et surtout, c'est une définition qui est dégenrée, puisque il n'est plus fait référence ni au sexe de l'agresseur, ni au sexe de l'agressé. Depuis 1980 en France, un homme peut être violé, évidemment, si on lui impose un acte de pénétration sexuelle, une femme peut être violeuse. Et on a des cas, ils ne sont pas très nombreux, mais on a des cas, surtout dans les agressions de groupes de filles qui agressent une femme, qui lui impose une pénétration par le doigt ou avec un bâton, etc. C'est du viol, depuis 45 ans. Et enfin, précision très importante de 1980, le viol n'est pas que le viol par violence. Bien sûr qu'il y a l'acte de pénétration qui est imposé par la force violente, mais il y a aussi la contrainte au sens psychologique. On reviendra sur ce qu'est la contrainte, c'est le fait de paralyser la volonté. Viol sous la menace d'une arme, viol sous un chantage irrépressible de l'individu qui tient le bébé de la femme en disant je le jette par la fenêtre si tu pratiques pas une fellation. C'est un viol puisque la contrainte psychologique est évidemment paralysante de son consentement. Et puis le viol par surprise. Contrainte, violence, contrainte ou surprise. Ça, c'est très important. Parce que le mot surprise, qui est dans la loi depuis 1980, signifie que le viol, alors ça n'a rien à voir avec un côté ludique, la surprise. Quand on en parle aux étudiants en droit, ça les fait ricaner, ils disent « Ah, la surprise, coucou, la voilà, je t'avais pas vu venir, etc. » Non, surprise, ça vient du verbe surprendre au sens contourner le consentement. Le viol par surprise, c'est la pénétration imposée à une personne qui n'est pas à même de dire oui ou de dire non parce qu'elle n'est pas à même d'exprimer une volonté. La personne est, à l'instant de la pénétration, hors d'état de manifester sa volonté. Ça peut être le sommeil, le coma, l'ivresse, l'anesthésie, toutes les situations où la personne est hors d'état de manifester sa volonté. Et ça, en France, c'est un viol depuis... Mais même avant 1980, la première affaire en France de viol d'une personne non discernante, non en incapacité de manifester une volonté, date de 1857. Un acte de pénétration imposé à une femme pendant son sommeil. Et donc, bien évidemment, ça n'est pas un scoop que de dire que, j'en reviens à l'affaire des viols de Mazan dont on va parler, le fait qu'un individu impose à une femme endormie, que ce soit suite à un médicament, une grande fatigue, un abus d'alcool ou du GHB, peu importe, une personne endormie
sur qui on pratique un acte de pénétration. Il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de la frapper, il n'y a pas besoin de la menacer. Simplement, c'est un viol par surprise du consentement. 1980. Au passage, il y a eu des polémiques il y a 2 ans, parce que la France n'a pas voulu ratifier une convention, la convention d'Istanbul, sur les violences faites aux femmes, et il y a eu des pétitions, quoi, la France est en retard, elle ne veut pas signer cette convention, etc. Pourquoi on l'a pas signée? Pourquoi la France ne l'a pas signée? Parce que c'était une convention qui prévoyait exclusivement la répression des infractions faites aux femmes. Or, en France, depuis 45 ans, on traite de la même manière les agressions sexuelles et les viols commis sur les hommes, sur les femmes, par les femmes, et on a dégenré le droit. Et c'est intéressant de voir que certains ne se rendent pas compte que vouloir le regenrer serait plutôt un retour en arrière par rapport à l'évolution du droit contemporain. Donc, ça, c'est la définition de 1980. 1992, nouveau code pénal, on rajoute un mot. On rajoute à côté de contrainte le mot menace. Tout acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, c'est juste un micro-détail. En revanche, quelques temps plus tard, on va rajouter une autre notion. Tout acte de pénétration sur la personne de la victime ou de l'auteur. Pourquoi il a fallu modifier la loi sur ce point? Parce que 2 affaires avaient défrayé la chronique. La première dans le milieu homosexuel masculin, un monsieur est à Paris dans le quartier du Marais, il va aux toilettes dans le sous-sol de l'établissement, et là, un homme l'agresse, le menace d'un couteau, en lui disant « baisse ton pantalon et je vais te faire bénéficier d'une fellation ». Il impose donc à l'agressé de subir, de bénéficier d'une fellation. Et l'agresseur, toujours sur la menace du couteau, pratique l'acte en question jusqu'à éjaculation, et puis s'en va. La personne agressée, traumatisée, comme on l'imagine, va au commissariat et porte plainte pour viol. J'ai été violé dans les toilettes de tel établissement. On prend sa plainte, on transmet au juge d'instruction, qui ouvre le code pénal, et qui va dire, monsieur, ben non, c'est pas un viol. C'est une agression sexuelle, c'est un délit pénal, mais ça n'est pas le crime de viol. Et pourquoi ça? Parce que le crime de viol, jusqu'alors, supposait qu'il y ait eu une pénétration sexuelle de la victime. Or, il a dit, monsieur, anatomiquement, vous n'avez pas été pénétré. Vous avez été pénétrant de la bouche de l'agresseur qui tenait le couteau, mais vous n'avez... Il faut faire des dessins, non, à t'imaginer. Vous avez des schémas, je crois, sur... il y a des petits mannequins à l'entrée, on pourra expliquer tout ça, etc. Donc, le juge d'instruction, appliquant la loi pénale, elle dit, monsieur, vous pouvez porter plainte et le suspect qui a été arrêté sera poursuivi pour agression, délit pénal, il risque 5 ans de prison, mais ça n'est pas le crime de viol qui fait encourir 15 ans de prison. Une autre affaire, à peu près à la même période, va faire beaucoup de bruit. Il s'agit là d'un adolescent de 15 ans que son père, par ailleurs complètement pervers, veut dépuceler, veut faire de lui un homme. Et donc, le père, assisté par sa maîtresse, va immobiliser l'ado de 15 ans, le déshabiller, et va faire en sorte que la maîtresse, chevauche le jeune garçon immobilisé et réalise ainsi la première activité sexuelle avec pénétration de la maîtresse. Il se trouve que des images ont été faites et que la maman séparée découvre et elle porte plainte parce qu'on a violé son ado. Vous vous rendez compte, cette succube qui a abusé de mon fils, etc. C'est un viol. Même raisonnement juridique. Indépendamment de toute morale, juridiquement, à l'époque, le texte disait tout acte de pénétration sexuelle de la victime. Votre fils a-t-il été pénétré, madame? Ben non, il a été pénétrant, elle a suscité une érection et elle s'est empalée sur son membre dressé, mais il n'a pas été pénétré. Donc, à l'époque, agression sexuelle par l'ascendant, avec complicité, etc., mais pas crime de viol. Le législateur, celui qui fait la loi, le Parlement, a dit on va changer la définition. Désormais, et depuis 1994, pénétration soit de la victime ou de la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Autre étape, plus récente celle-là, étape 2018, avant que
ça change encore dans les mois à venir probablement, mais on va faire avec la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Affaire de la petite Julie, désolé pour le prénom, etc. Un père est arrêté et il est soupçonné, accusé d'avoir des agissements sexuels totalement dépravés avec sa fille, et il va reconnaître les faits, qui sont des faits exclusivement de cunnilingus. Il va reconnaître, il n'a jamais pénétré ni vaginalement, ni analement, ni sa petite fille, mais il a pratiqué des caresses externes et des cunnilingus. Et donc, question, est-ce que c'est techniquement un viol? Et la réponse juridique, s'il n'y a pas de pénétration, c'est pas un viol. C'est toute la différence entre pénétration ou pas de pénétration. Pénétration, viol. Pas de pénétration, agression sexuelle. Viol, crime. Agression, délit. Et là, l'opinion publique va s'enflammer, vous vous rendez compte, etc., etc. Quel scandale, ce père devrait être devant la cour d'assises. Bref, on a cette technique que nous connaissons depuis longtemps, enfin depuis 25 ans en France. Il y a un fait divers, il y a de l'émotion, il y a de la médiatisation, et derrière, il y a de la législation. C'est comme ça que ça marche. Il y a cette espèce de système pavlovien, émotion, médiatisation, législation. Donc, la définition du viol a changé pour ajouter désormais tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise sur la victime ou la personne de l'auteur. Voilà l'état actuel du droit. Donc, il y a des viols, évidemment, par la violence. Il y en a sans violence, soit par la violence psychologique, la contrainte ou la menace, soit même par la surprise du consentement. Y a-t-il des viols dans le milieu du handicap? Évidemment, oui. Et on l'a dit ce matin, et je crois qu'on a encore des chiffres peu explicites. Il y a beaucoup de chiffres noirs. Les personnes en situation de handicap sont plus exposées au risque d'être violées par des valides, par des extérieurs, des visiteurs ou d'autres personnes en situation de handicap. Et là encore, Marcel Nuss en parlait très très bien, il a écrit des choses sur ce point. Oui, il y a des viols dans le milieu du handicap, il y a des agressions, il y a une délinquance sexuelle qui touche les personnes en situation de handicap, mais qui implique aussi des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que dit la loi? Eh bien, la loi, elle dit que la loi est applicable. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un éducateur qui viole des patientes ou des résidentes ou des hébergés, etc. On peut appliquer la loi. Le code pénal, dont il est question ici, il s'applique dans toute structure. À l'hôpital, mais aussi en ESAT, en EHPAD, ou ici, au Point d'eau, à Oswald. Le code pénal ne s'arrête pas à la barrière de l'établissement. On peut évidemment porter plainte et mettre en œuvre la procédure pénale. Et il y a ce qu'on appelle de la jurisprudence, il y a des cas de condamnation. Un des progrès de notre dernière décennie, c'est que désormais, cette fameuse libération de la parole, MeToo, etc., ça touche tous les milieux, même le cinéma, mais ça touche aussi le milieu scolaire, le milieu professionnel et le milieu médico-social. Aujourd'hui, évidemment, les usagers, mais aussi les professionnels parlent, et déjà, ça a été dit tout à l'heure, parler, c'est déjà commencer à protéger et à mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'individus, ou à mettre en œuvre des vigilants, des surveillants, des protections, etc., etc. Attention, parce que ça a été dit aussi, et très bien ce matin, attention, la volonté de protéger, la recherche de sécurité, ne doit pas annihiler toute forme de liberté. Vraie question qui se pose, arbitrer entre la liberté, qu'on continuera à décliner ce matin, la liberté sexuelle, la liberté affective, la liberté de nouer des liens, d'avoir des activités privées diverses et variées. Oui, mais très souvent, l'obstacle qu'on va rencontrer, c'est un obstacle qui dit « attention, sécurité ». Donc on va fermer des portes à clé, empêcher des accès, empêcher des relations, empêcher un certain nombre de choses au nom de la sécurité. Est-ce que la recherche de sécurité est suffisamment justifiée pour annihiler toute forme de liberté? Évidemment non, mais là on rentre dans des questions qui sont des questions politiques au sens large du terme, sur la gestion des affaires de la cité. Premier bloc d'interdit, viol, agression. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Tout geste de contact physique de nature sexuelle non consenti,
qui est administré par violence, contrainte, menace ou surprise, sans pénétration. Donc, est une agression sexuelle, évidemment, le fait de mettre les mains sur les fesses, de mettre les mains sur les seins, de mettre la main de quelqu'un sur son propre sexe, etc., y compris avec des vêtements, hein, pas forcément par nudité, ce sont des agressions sexuelles, évidemment. Et il faut qu'il y ait soit une zone sexuelle du corps qui soit touchée, soit de la victime, soit de l'auteur. Là encore, passer la main dans les cheveux d'un enfant, c'est pas une agression sexuelle. La main et les cheveux, ça fait pas un attelage sexuel. Par contre, mettre la main dans sa culotte, oui, c'est une agression sexuelle. La question a évolué depuis un certain nombre d'années sur les agressions sexuelles. Par exemple, la main aux fesses, habillée bien sûr. Là, claque sur le jean, etc. Pendant très longtemps, c'était traité en droit comme une violence légère. Violence légère sans ITT, et c'était traité, quand on allait dans les tribunaux, comme une contravention de police. L'auteur de la main aux fesses risquait une peine d'amende. Oui, mais ça, c'était avant. Notre société a changé, et désormais, une main aux fesses est qualifiée d'agression sexuelle. Agression sexuelle, délit pénal, 5 ans de prison encourus. Et si c'est un mineur qui est touché ou une personne en situation de vulnérabilité, alors on peut aller jusqu'à 7 ans, voire dans certains cas 10 ans. Donc, attention, notre société, et à qui on reproche souvent d'être laxiste, d'être trop indulgente avec les pervers, etc. En droit, en tout cas, ce que l'on constate, c'est l'inverse. On a une société plus rigoriste que celle de nos aïeux, et c'est probablement bien, hein. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, qu'il fallait, comme Gérard Depardieu, être des gros lourdeaux, des gros cons, etc. Mais le droit tient compte de l'évolution des mœurs. Il n'est que le reflet des mœurs. Et je prends un dernier exemple, le baiser forcé. Je parle même pas du baiser avec la langue, du palo infernal. Non, le baiser sur la bouche, non consenti, est aujourd'hui traité comme une agression sexuelle. Vous avez probablement, en France ou ailleurs, hein, c'est pas franco-français, vous avez probablement vu cet entraîneur de l'équipe espagnole de football qui a embrassé au moment de la remise de médaille, ça a duré 1 seconde, mais sur les lèvres, la footballeuse qui n'avait rien demandé. Il a été poursuivi et condamné pour agression sexuelle. Embrasser quelqu'un sur la bouche est une agression sexuelle. Donc faites attention. En supposant que ça soit intentionnel, si c'est accidentel, bon, on pourra plaider l'imprudence. C'est en tout cas ce que disent les choses. Viol, agression, j'en fais pas plus parce que sinon on va passer toute la journée, je veux pas monopoliser la parole, puis il faut que les questions puissent s'exprimer. Deuxième bloc d'interdits, infraction pénale, les actes sans contact. Et là, je dis juste quelques mots de ces différents comportements. Là encore, si vous voulez des précisions, on y reviendra. C'est l'incrimination maintenant du harcèlement sexuel. C'est quand même assez nouveau. 1991. Le harcèlement qui peut prendre différentes formes. Il y a le chantage sexuel, en particulier dans le monde du travail, le chantage à l'emploi, si tu veux le job, crac-crac, si tu veux le rôle, crac-crac, si tu veux garder ton, etc. C'est du harcèlement et c'est un délit pénal aujourd'hui. Et puis, il y a aussi désormais, après la réforme de 2012, le fait de créer une situation de harcèlement par une succession de comportements, de gestes, de messages ou d'images qui créent une situation offensante ou humiliante qui pourrait être amené à dégrader les conditions de vie de la personne. Le fait de soumettre des images pornographiques, des messages porno, etc., à une personne qui n'a rien demandé, va être considéré comme du harcèlement, alors même qu'il n'y a pas de chantage forcément sexuel, et surtout, ce harcèlement peut être au-delà du monde de l'entreprise. Deuxième catégorie, l'exhibition, l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme qui est le fait d'imposer à autrui une scène sexuelle, réelle ou simulée, dans un lieu qui est accessible au regard du public.
C'est évidemment le pervers qui va ouvrir son imperméable en dessous duquel il n'y a rien devant les sorties d'école, mais c'est aussi d'autres formes d'exhibition qui peuvent avoir lieu, par exemple en utilisant sa poitrine comme un véhicule de message, les femmes, etc. Il y a différentes formes d'exhibition. Les mobiles sont indifférents. Attention, c'est une infraction intentionnelle. Ça veut dire qu'il faut que on démontre que l'individu avait l'intention d'être vu, ce qui veut dire que et en institution, on peut avoir des nudités observées par accident. Si le rideau de douche, parce qu'il y a un courant d'air, s'écarte 2 secondes et que on voit la nudité de quelqu'un, est-ce que c'est de l'exhibition? Non, parce que eh bien, il n'y avait pas l'intention d'exhiber sa nudité. Je ne sais pas comment c'est à Oswald, mais à Nancy, il y a un endroit très particulier qui est devant la tour Thiers, devant la gare. C'est l'endroit où il y a le plus de tourbillons de vent de tout Nancy. Je le dis pour les dames qui pourraient aller en jupe dans ce coin-là. Attention, tous les jours, il y a des dames qui se retrouvent avec la jupe sur la tête parce qu'il y a tourbillon. Est-ce qu'elles sont exhibitionnistes? Non, puisque après, Marilyn Monroe qui reste 15 jours sur une bouche d'air pour montrer ses cuisses, là on pourrait en discuter en termes d'intention. Et puis a été créé plus récemment l'outrage sexiste, loi de 2018, l'outrage sexiste qui, alors je reprendrai la définition tout à l'heure si quelqu'un veut avoir le détail, mais qui est le fait d'avoir des gestes, des propos ou des manifestations de comportement à caractère sexuel ou sexiste, qui, là encore, peuvent être amenés à porter atteinte à la dignité de la personne qui subit cet outrage. On est en 2018, on a fait allusion tout à l'heure au Grenelle des violences conjugales, et vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu tout un mouvement qui visait à stigmatiser des comportements insupportables, en particulier pour les femmes, d'un certain nombre d'hommes, en particulier étaient dénoncés des incivilités, les frotteurs du métro, les hommes souvent qui vont se frotter dans les transports en commun, mais aussi ce qui a été appelé à l'époque un peu largement le harcèlement de rue, les hommes qui apostrophent les femmes dans la rue et leur tiennent des propos obscènes, font des propositions dégoûtantes, et puis aussi des sifflements et des klaxonnements. Sur les frotteurs du métro, ça fait des années que ce sont des agressions sexuelles. Je l'ai dit tout à l'heure, celui qui va toucher une fesse ou un sein intentionnellement dans le métro ou dans le bus ou dans les travées du point de l'eau, c'est de l'agression sexuelle, c'est un délit. Ceux qui parlent mal et qui font des propositions obscènes dans les rues aux femmes, ce sont des injures, c'est déjà punissable depuis 1881. Donc pas d'innovation. Il reste les sifflets et les coups de klaxon des hommes qui, voyant passer une dame, klaxonnent ou sifflent entre leurs doigts, etc. Et là, depuis 2018, 0 application, parce qu'il faut prouver que le klaxon ou le sifflement a un caractère sexuel ou sexiste. Et moi, sur ma voiture, j'ai un klaxon, mais j'ai pas l'option sexuelle. Hein. C'est, je klaxonne, parfois c'est de la colère, parfois un geste d'amitié, parfois un geste d'admiration, mais on est typiquement dans, là encore, des campagnes avec émotion, médiatisation. On produit des textes qui, dans certains cas, n'ont véritablement aucun intérêt pratique. Mais bon, c'est un autre sujet. Enfin, il reste le point qui me semble être le plus brûlant, parce que c'est celui sur lequel on va pouvoir peut-être agir. Intime Agir fait partie du groupe de réflexion auquel j'appartiens, au conseil départemental. C'est tout ce qui est périphérique à la prostitution. Alors, pourquoi je parle de prostitution alors qu'on est censé travailler sur sexualité et handicap? Eh bien, parce que il faut d'abord définir ce qu'est la prostitution et dire ce que le droit exprime par rapport à la prostitution. La prostitution, très sommairement, je préciserai dans un instant, c'est le fait d'échanger du sexe contre une rémunération. C'est une activité dont certains disent que c'est le plus vieux métier du monde, etc., qui existe en tout cas dans toutes les sociétés. Là encore, les ethnologues travaillent là-dessus. Il y a aucune population dans le monde et dans l'histoire du monde qui n'ait pas une sexualité tarifée contre rémunération.
Mais c'est pas mon sujet, je suis pas ethnologue ni historien. Mon sujet, c'est que par rapport à cette activité, sexe pour de l'argent, il y a 3 systèmes juridiques possibles. 3 systèmes juridiques possibles. Il y a le système prohibitionniste qui est interdit, qui sanctionne et punit ceux qui font du sexe pour de l'argent. Et il y a un certain nombre de pays dans le monde, comme ça, si vous prenez l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais aussi la Chine, etc., qui prohibent ceux qui se font choper, prison, flagellation, et dans certains cas, peine de mort. Prohibé. Bien. Deuxième système juridique possible, il y a le système réglementariste, qui va légalement réglementer une forme de prostitution admise, licite, permise, et puis réprimer les autres formes. Il y a un certain nombre de pays qui sont réglementaristes dans le monde. L'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Espagne sont réglementaristes. Aux États-Unis, ça dépend des États. La Californie n'est pas réglementariste, mais le Nevada est réglementariste. C'est pour ça que les Californiens vont en week-end à Las Vegas pour jouer à la roulette et pour pouvoir s'adonner à la consommation d'actes de prostitution. Pour la France, ça a été le cas en France, le système réglementariste, mais il s'est arrêté en 1946. C'est la fameuse loi Marthe-Richard. Jusqu'en 1946, il y a des maisons closes, des établissements, un contrôle administratif, un contrôle sanitaire. 46, on supprime ce système. Et donc, c'est le 3e modèle qui s'applique depuis 1946 en France. Quel est ce modèle? On l'appelle le modèle abolitionniste. Ça veut dire que le modèle est sans règles juridiques par rapport à la prostitution. Il n'y a pas de loi, il n'y a plus de loi sur la prostitution en France depuis 1946. Donc, si ça n'est pas interdit, on revient au principe de la liberté. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne saurait être empêché, dit la Déclaration des droits de l'homme. En France, et moralement, certains peuvent s'étonner, mais en France, une personne qui échange du sexe contre de l'argent ne tombe sous le coup d'aucune loi. C'est pas interdit. Quand il y a des actes de prostitution, là, certains disent « Mais que fait la police? Il y a une prostituée à tel endroit, il y a un prostitué... » Mais la police, elle fait qu'appliquer la loi. Se prostituer n'est pas interdit par la loi. En revanche, il y a 2 actes autour de la prostitution qui, eux, sont prohibés. Il y a différentes formes de proxénétisme. Je vais dire ce que ça recouvre. Et puis, depuis 2016, il y a un nouvel interdit qui a émergé, qui est le client de la prostitution, qui depuis 2016 est auteur d'une contravention. Le proxénétisme, les proxénétismes, parce qu'il y a plusieurs formes de proxénétisme, il y a le proxénétisme criminel, c'est tout ce qui concerne évidemment la prostitution forcée d'autrui, c'est l'esclavage sexuel, contraindre, forcer, torturer quelqu'un, faire de la traite des êtres humains pour contraindre à la prostitution, c'est criminel. Et ça peut même, dans certains cas, faire encourir des peines de réclusion à perpétuité, ceux qui vont enlever des femmes pour les mettre sur le trottoir dans le pays ou dans d'autres pays, c'est criminel, réclusion à perpétuité, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis il y a des formes de proxénétisme correctionnel, des délits de proxénétisme, en particulier pour 3 grandes situations. Il y a le proxénétisme de profit. C'est le maquereau qui vit au crochet d'une personne qui se prostitue et qui n'a aucun revenu autre que le fait d'être rémunéré par la personne qui se prostitue. C'est du proxénétisme de profit, c'est punissable. Il y a le proxénétisme hôtelier, au sens large, celui qui profite de l'activité parce qu'il loue une chambre d'hôtel ou un appartement ou une voiture ou un camion ou une camionnette à une personne qui se prostitue. Et puis, et c'est là qu'on vient à quelque chose d'intéressant pour nous, il y a le proxénétisme par entremise. L'entremetteur, le proxénète qui fait l'intermédiaire entre le client et la personne qui se prostitue et qui les met en contact. La mise en contact, c'est du proxénétisme. Quel rapport avec notre sujet? Notre rapport avec le rapport avec notre sujet, c'est la question à laquelle il fallait qu'on arrive à ce moment-là, de celle de l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, accompagnement ou assistance. Pourquoi j'utilise accompagnement et pourquoi l'APAS s'est appelée Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, plutôt que l'assistance, comme le nomment les Suisses et les Hollandais. Pour moi, l'assistance, c'est asymétrique. Il y a un assistant, debout, actif, etc., et un assisté qui
est en situation d'inégalité. L'accompagnement, au contraire, est une question de symétrie et de trajectoire temporaire. On accompagne quelqu'un avant de le lâcher vers l'autonomie. C'est pour ça que ce terme a ma préférence. Au même titre qu'on va accompagner un enfant qui apprend à faire du vélo, et puis un jour on enlève les petites roulettes et on le laisse partir. L'accompagnement, c'est ça pour moi, et c'est pas créer de la dépendance, c'est au contraire aller vers l'autonomie. Mais bon, on pourrait en discuter. Qu'en est-il de l'accompagnement sexuel qui existe depuis très longtemps, hein. La question n'est pas tout à fait récente, mais elle existait sous les radars. Elle existe depuis longtemps, cette question, en France comme ailleurs, mais ailleurs, il y a des pays qui ont fait le choix d'assumer. Et il y a eu des premiers programmes à Rotterdam, il y a déjà une quarantaine d'années, puis en Belgique, et puis en Suisse. Bref, vous avez tous déjà entendu parler d'un certain nombre d'initiatives hors France. En France, c'est plus compliqué. En France, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que, et on en vient à des questions de droit, la question numéro 1, c'est, et celle qui m'a conduit à rencontrer Marcel, Amélie, Fabrice Fagel et d'autres, c'est, mais est-ce que c'est interdit qu'une personne en situation de handicap ait recours à un professionnel, ce que certains appellent un TDS, travailleur du sexe, pour sa satisfaction jubilatoire? Est-ce que c'est interdit? La réponse, du côté du travailleur du sexe, non, c'est pas interdit. Jusqu'en 2016, du côté du client consommateur, c'était pas interdit. Depuis 2016, il a été introduit une contravention de client. Le client risque aujourd'hui une poursuite devant le tribunal de police et risque 1 500 € d'amende. Bien. Attention, pas de parano. Depuis 2016, ça fera bientôt, en février, ça fera 10 ans que la loi a été votée. Il y a eu moins de 400 poursuites engagées dans toute la France. Donc, faut pas imaginer, les policiers et les juges ont dit on a autre chose à faire qu'aller verbaliser les clients. Mais l'interdit est là. Il est dans la loi, c'est interdit d'être client. Côté travailleur du sexe, c'est pas interdit. C'est pas interdit, il n'y a rien à reprocher. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne saurait être empêché. Question numéro 2, terminologie. Est-ce que un accompagnant sexuel se livre à un acte de prostitution? Certains ont beaucoup de mal avec ce mot, genre, je suis pas une pute. D'autres, au contraire, l'assument très bien en disant, moi, ça me pose pas de problème. Je suis pas là pour faire du lexique, je suis là pour faire du droit. C'est quoi, juridiquement, la prostitution? Dont je redis une xème fois, c'est pas interdit. Mais il a bien fallu la définir, puisque le proxénétisme suppose qu'il y ait une personne qui se prostitue, puisque le client suppose qu'il ait recours à une personne qui se prostitue. C'est quoi se prostituer? Et là, la question s'est posée depuis longtemps, hein, de définir la prostitution, et surtout pour faire la différence entre prostitution et libertinage, ou activité un peu débridée. Dans une affaire célèbre qui s'est déroulée à Thionville en 1977, en Moselle, les faits étaient les suivants. Un monsieur qui revient d'un voyage en Asie a trouvé qu'il y avait un truc génial et il en fait une boutique, il crée une boutique de massage thaïlandais. Massage thaïlandais, c'est-à-dire qu'il recrute des jeunes femmes toutes très jolies et volontaires en leur disant, ben voilà, vous allez faire du massage plaisir à des clients, mais il précise, dès l'embauche et dans le contrat de travail, toute relation sexuelle est interdite avec les clients. Et dans l'établissement, dans la salle d'attente, il y a un grand panneau, toute relation sexuelle est interdite avec le personnel. Et il ouvre sa boutique et elle commence à avoir du succès. Ça va très vite. Et ça interpelle la police. Il faut dire que c'est à 50 mètres du commissariat. Donc les policiers se rendent compte qu'il y a une activité, qu'il y a du monde, qu'il y a des gens, des hommes qui rentrent, etc. Le commissaire de Thionville dit il faut absolument qu'on sache ce qui s'y passe. On imagine que sur des fonds publics, il envoie en infiltration des policiers qui ont dû aller voir. Et il s'est avéré que dans cet établissement, il y avait différents tarifs. Il y avait massage avec des huiles essentielles, 10 minutes, 20 minutes. Et il y avait cette fameuse possibilité en option d'une finition manuelle. Finition manuelle, terme consacré dans le film Vénus Beauté, etc. Concrètement, eh bien, moyennant le tarif max, il pouvait y avoir une masturbation jusqu'à éjaculation.
Et donc, le tenancier est poursuivi pour proxénétisme, puisqu'il tire profit de la prostitution d'autrui, dit le procureur de Thionville. Et la défense de l'individu, mais il n'y a pas de proxénétisme, il n'y a pas de prostitution chez moi, puisqu'on ne couche pas. C'est interdit de coucher. Les professionnels, les masseuses le savent, les clients le savent, et d'ailleurs, la police n'apporte pas la preuve qu'il y a eu acte de pénétration. Et là, la réponse du tribunal, ça va aller jusqu'à la Cour de cassation qui validera ces définitions, dit mais il n'y a pas besoin de pénétration pour qu'il y ait prostitution. Il faut 3 éléments. Il y a prostitution dès lors que il y a contact physique, contre-rémunération, dans un but sexuel. Contact, argent, but sexuel. Si les 3 éléments sont réunis, c'est de la prostitution. S'il en manque un, c'est pas de la prostitution. S'il n'y a pas contact, pas de problème. Et ça a été jugé encore récemment sur les cam girls, les femmes qui, moyennant argent, se déshabillent devant une caméra pour des amateurs, etc. C'est de la prostitution. Ben non, il n'y a pas contact. Les actrices porno, c'est pas de la prostitution. Elles ont un contact, certes, avec un partenaire, mais le client, celui qui paye, etc., il n'a pas de contact. Et ainsi de suite. Pas de contact, pas de problème. Y compris dans notre champ. Le handicap. Celui qui paye une personne pour faire un striptease, celui qui paye une lectrice miou miou pour lire des textes érotiques. Pas de contact, 0 problème de prostitution. Deuxième critère, moyennant argent. S'il y a argent, alors on pourra parler de prostitution si le 3e critère est rempli, mais s'il n'y a pas d'argent. Et c'est très important, puisque dans le domaine qui nous intéresse, dans l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, c'est pas neuf. Qu'il y ait des dépannages amicaux, ou familiaux, ou de gens qui sont dans l'entourage de la personne. Et quand je dis que ça existe depuis longtemps, cette problématique, j'aime à citer cet extrait d'une chanson de Georges Brassens. Georges Brassens, dans la chanson Don Juan, dit « Gloire à la bonne sœur qui, par des temps pas très chauds, dégela de ses mains le pénis du manchot. » On est après la guerre de 14, il y a des blessés de guerre qui reviennent, qui ont plus de bras, et ils ont des érections et des désirs. Et oui, dans une chanson publiée, diffusée sur les ondes, Georges Brassens dit de temps en temps, oui, il y a eu, y compris des bonnes sœurs, qui ont, satisfait sexuellement. Est-ce que c'était de la prostitution au sens juridique? Non, puisqu'il n'y avait pas rémunération. On était entre adultes dans l'exercice de la liberté sexuelle. C'est pas du viol, c'est pas du harcèlement, de l'outrage, c'est pas du proxénétisme. 0 souci en droit. Il faut un contact physique, il faut une rémunération dans un but de satisfaction sexuelle. Dans un but. Ça veut dire que, éventuellement, le résultat ne sera pas atteint. Parfois, malgré les manœuvres de haut niveau érotique de la personne, on n'arrivera pas à un orgasme, on n'arrivera pas à une éjaculation. Le but était là. S'il y a contact dans un but avec argent, c'est de la prostitution. À l'inverse, quand il y a contact et argent, et que le but n'était pas du tout sexuel, mais que subrepticement survient un orgasme, problème qui arrive en médecine assez couramment, certains gestes, une sonde endovaginale, un touche érectal peuvent générer chez l'homme une érection, éventuellement une éjaculation. C'était pas le but. Non, mais ça s'est réalisé. C'est pas un acte prostitutionnel. Il y a contact, il y a argent, oui, mais il n'y avait pas but de nature sexuelle. Quand il y a dans Intouchable, on touche l'oreille et ça procure des sensations, c'est pas un but sexuel avéré, démontré. L'accompagnement sexuel en France aujourd'hui, je termine par ça pour la partie formelle. Après, on pourra échanger. Je sais pas où on en est au niveau timing. Hein, vous me dites. L'accompagnement sexuel aujourd'hui en France de personnes en situation de handicap. Pourquoi ça n'existe pas alors que ça existe ailleurs? Et c'est là l'entrée en matière qui m'a fait rencontrer en 2012-2013 Marcel Nuss, qui lui avait auparavant à Strasbourg en 2008 était à la tête d'un mouvement, le Livre Blanc, qui voulait, et lui il se battait en disant mais ça existe en Belgique, ça existe en Suisse, pourquoi pas chez nous? On veut, et il a fait le siège d'un certain nombre de politiques de l'époque, locaux et nationaux, pour dire on veut un statut d'accompagnant sexuel. Et je lui ai répondu à l'époque, ce que je vais vous répondre maintenant, c'est jamais, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas, en tout cas pas avant des décennies, de statut d'accompagnement sexuel en France.
Et Marcel m'a dit, je fais les questions et les réponses, hein, comme ça va plus vite. Il m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Mais parce que l'accompagnement sexuel rémunéré de personnes en situation de handicap, c'est de la prostitution. La prostitution n'est pas interdite, je le dis et je le redis. Mais maintenant, proxénètes et clients sont des délinquants. Donc ça n'arrivera pas. Oui, mais Mathilde, on pourrait peut-être faire changer les choses, etc. Honnêtement, j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands lobbies qui s'opposent absolument à toute évolution sur ce point en France. Ils sont cohérents depuis 70 ans. Depuis 1946 et même avant. D'abord, il y a, évidemment, le lobby, on va dire, réactionnaire, qui est hostile à toute forme de prostitution. Même par empathie, même dans un but humanitaire, etc. C'est bien évidemment la forte prégnance des trois religions du livre. Les trois religions, christianisme, judaïsme et islam, sont toutes les trois opposées à quoi? À toute sexualité hors mariage. Donc, évidemment, dans tous les pays où ces trois religions ont un fort impact sociétal, le système est complètement bloqué. Pourquoi c'est possible en Hollande, en Belgique, en Allemagne et en Suisse, et pas en France ou en Italie? Parce que dans ces quatre pays que j'ai cités, la culture dominante est protestante. Le protestantisme est construit sur une morale individuelle. Chacun assume son comportement individuellement. Les pays à forte domination catholique, eh bien, sont dans une construction, on vient de lire Le Chef il y a pas longtemps, c'est une doctrine du bien et du mal qui vient de l'Église, qui vient du chef ou du grand conducateur, etc., etc. Donc, premier lobby, les lobbies religieux qui sont hostiles. Au passage, petit coup de pied vicieux de ma part, ils sont hostiles sur la contraception, ils étaient hostiles sur l'IVG, mais ils sont aussi hostiles au mariage pour tous. Et puis récemment, ils sont tous manifestés, ça y est, contre l'aide à mourir et la fin de vie, etc. Ils sont cohérents, hein, puisque pour eux, tout ça ne dépend pas des hommes et des femmes, mais dépend d'une puissance supérieure. Donc, ils sont contre le fait que les êtres humains puissent inférer dans leur reproduction, leur sexualité, leur couple ou leur mort. Deuxième lobby, totalement hostile à la mise en place d'un statut d'accompagnement sexuel en France, les féministes laïques de gauche, avec à leur tête en particulier le PCF, le Parti communiste français, qui a encore écrit récemment des choses extrêmement violentes contre toute expérimentation. C'est notre projet qui a déclenché le projet du département 54. Toute expérimentation, puisqu'ils le disent, c'est en fait le syndicat des souteneurs qui, sous un faux nez et au nom du misérabilisme à l'égard des personnes en situation de handicap, pousse ses pions pour réouvrir, esclavagiser les femmes, etc. C'est en fait un faux nez d'un capitalisme sordide d'exploitation des femmes qui pousse au statut d'accompagnement. Quand vous avez d'un côté l'Église, de l'autre côté le Parti communiste qui sont contre, la marge de manœuvre est assez étroite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut désespérer, qu'il faut tout arrêter et qu'il faut retourner sous les radars? Je crois pas. Je crois pas. Et c'est en tout cas la démarche, et je le cite pour une dernière fois aujourd'hui, de Marcel Nuss à l'époque, qui m'a dit mais alors on fait quoi? Et lui a réfléchi rapidement parce que ça tournait assez vite dans sa tête et il a dit bah, très bien. Eh bien, je propose, et il a fait en sorte que ça soit des actes, la création d'une structure, l'APAS, Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui va être une association proxénète, qui va faire deux choses, qui va former des accompagnants, parce que on ne devient pas accompagnant comme ça du jour au lendemain, il faut connaître le milieu du handicap et puis la question de la sexualité. Former, et puis surtout, faire de la mise en relation. Il y a une demande, il y a des personnes en situation de handicap qui demandent, et il y a des formés qui acceptent. Eh bien, puisque ça ne changera pas par le haut, c'est pas la loi qui changera et qui mettra les accompagnants en action, faisons, dans l'illégalité, ce qu'ont fait en 1973 les femmes qui réclamaient la liberté d'avorter alors que la loi disait non, et qui ont dit très bien, bon, on va le faire quand même, et puis on va l'assumer. C'est le fameux manifeste des 343 salopes, avec Simone de Beauvoir, avec Catherine Deneuve, etc., qui ont dit, ben, c'est illégal, ouais, mais nous on l'a fait.
Et là maintenant, soit vous nous appliquez la loi, vous nous envoyez devant les tribunaux et en prison, soit il va falloir changer la loi. Parce que notre société souhaite une liberté d'avorter, c'est la loi Veil sur l'IVG, etc. Et il a été décidé depuis 2013. Et très bien, on va faire de la formation d'accompagnement sexuel et de la mise en relation, mais pas dans l'ombre, pas clandestinement, pas sous les radars. On va le faire au vu et au su de tout le monde. Et on va faire des écrits, on a fait des colloques, on est intervenus les uns les autres, on a eu des témoignages d'accompagnants, d'accompagnés, de familles ayant recours aux accompagnants pour leurs proches, etc. Et il s'est rien passé. Marcel Nuss était très déçu. Parce que lui, il attendait qu'une chose. Il est décédé il y a un an maintenant. Il attendait qu'une chose. Et à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on se téléphonait, il me disait « Trouve-moi un procureur qui poursuive l'association pour proxénétisme par entremets. » Et lui, en tant que président de l'association, il aurait dû, s'il y avait eu un procureur qui initie des poursuites, il aurait dû se retrouver au tribunal. Première remarque, les tribunaux sont pas tous accessibles aux personnes en fauteuil. Lors de son divorce, quelques années plus tôt à Strasbourg, il avait été divorcé sur le trottoir. Parce que le TGI de Strasbourg n'était pas accessible. Bref. Il me disait, mais trouve-moi un procureur, je rêve que de ça, qu'on puisse aller devant les tribunaux, parce que vous imaginez la tribune médiatique que ça aurait été, Marcel sur son lit médicalisé, avec sa trachéo, etc., poursuivi pour proxénétisme, ça aurait bousculé un peu, ça aurait interpellé la société, ça lui aurait permis de prendre conscience, de regarder les yeux dans les yeux la situation, etc. Eh bien, de 2013, mise en place de la PAS, de la mise en relation, plusieurs centaines, etc., à son décès en 2014 et encore aujourd'hui jusqu'en 2015, 0 poursuite. Et quand j'en ai parlé à des magistrats, ils disaient, mais pourquoi c'est quand même illégal, il y a une association, le président, il risque 7 ans de prison quand même, pour proxénétisme, etc. Vous poursuivez pas? Et ils m'ont regardé avec un regard compacté en disant, mon pauvre monsieur, on a déjà des piles de dossiers extrêmement graves, des violences, des agressions, etc. Que voulez-vous qu'on s'embête à aller poursuivre une association qui, ça c'est ce qu'ils me disent oralement, ne fait de mal à personne et du bien à beaucoup de gens. Oui, mais ça c'est de la morale. Moi je suis juriste. Duralex, c'est de l'ex. Eh bien, pourquoi ne t'applique pas la loi? Parce que, je conclus par ça, parce que la France est hypocrite. La France globalement est hypocrite par rapport à 3 tabous qui la mettent en difficulté. Parce que là, on touche 3 tabous. Par un, il y a le tabou du sexe, déjà. Parce que il y a une hypocrisie française à l'égard du sexe. Comme disait là encore Marcel, on parle de cul, de la gaudriole, etc. Mais dès qu'il faut parler de sexe au sens réel du terme, là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est quand même un tabou. Regardez les difficultés pour faire de l'instruction ou de l'éducation sexuelle à l'école. C'est obligatoire depuis 1973. 73, ça veut dire que normalement, tous les cinquantenaires, il y en a peut-être dans la salle, et a fortiori les cadras, etc., auraient tous dû avoir cette instruction qu'on n'a pas mis en place. Deuxième tabou, le tabou du handicap. Puisque, évidemment, en termes de visibilité, il faut des expos comme celles qu'on a, heureusement, dans le hall, mais qui doivent tourner et qui tourneront encore pour que on ait véritablement, il y a un dessin que tout le monde connaît où on voit des gens qui sont vus, comment ils ont une sexualité, ces gens-là. Pendant des millénaires, on a traité le milieu du handicap comme les enfants, infantilisation. Oui, mais les enfants n'ont pas de sexe, donc assimilation sur l'angélisme et les choses. Tabou du sexe, tabou du handicap et tabou de l'argent. Et tabou de l'argent. Parce que quand il n'y a pas d'argent, alors là, j'ai jamais entendu personne reprocher à la bonne sœur de dégeler le pénis du manchot, comme on l'a dans un de nos ouvrages, la maman qui explique que parce que son fils de 30 ans, etc., à domicile, paralysé des bras, a régulièrement des érections qui lui font mal, elle se dévoue. Et elle le dit avec des mots horribles, mais qui sont extraordinaires en même temps. Elle dit, je sais que de temps en temps, il faut aller traire le monstre. Parce qu'elle va masturber son fils, parce que sans ça, il est dans une frustration qui est mentale, physique et globale, etc. J'ai jamais entendu personne critiquer, contester ou reprocher quoi que ce soit. Quand il n'y a pas de l'argent, quand c'est une bonne sœur, quand c'est la maman, alors on est dans le dévouement, le sacrifice, etc. Sur le plan psychologique, on pourrait en reparler longtemps. Mais dès qu'il y a de l'argent, alors là, il y a un côté, 3e tabou, sexe plus handicap plus argent, ça fait 3 tabous, ça fait un peu beaucoup pour une société française
qui préfèrent rester dans l'hypocrisie, dans les bons sentiments. Et je termine par ça parce que ça nous avait beaucoup marqué à l'époque. Quand le Comité national d'éthique avait été sollicité à l'époque par Roselyne Bachelot, qui lui avait demandé de faire un rapport pour dire non à l'accompagnement. C'était un service commandé. L'avis en question du comité d'éthique, l'avis numéro 118, dit la chose suivante: mais c'est pas de sexe dont il manque. Il manque d'amour, il manque d'affection, etc. Et dans le commentaire que j'avais fait et que d'autres ont fait aussi, j'ai dit mais oui peut-être. Enfin, c'est quand même assez réducteur de considérer que la sexualité c'est qu'une question d'amour, d'affect. Bien sûr qu'il peut y avoir la sexualité dans le couple marié, dans le couple non marié, dans une histoire d'amour, ou dans un plan cul, ou tout seul. Et je termine par ça, au risque de faire Roselyne Bachelot. Il y a une formule que j'aime beaucoup qui est: mon cerveau, c'est mon deuxième organe préféré. Je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup Bruno. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Oui, j'arrive. Je suis pas passée par le bon endroit. Merci, bonjour. Dès le début de la conférence, quand vous avez parlé des 3 types d'interdits, j'en attendais un qui est pas venu et que vous avez réintroduit avec le dernier exemple, la question de l'inceste. J'ai pas de question particulière, mais je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça. La question de l'inceste est très intéressante parce que elle a donné lieu à des passes d'armes, des débats, etc. Et à tel point que après une forte médiatisation, eh bien la loi a introduit, c'est la loi de 2018, je crois, désormais le mot dans la loi, le mot. Attention. Parfois, le Parlement va mettre des mots dans la loi pour faire plaisir. C'est ça le populisme. Hein. C'est faire plaisir de manière démagogique avec des choses qui ne changent rien sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le mot inceste a été introduit dans la loi alors que les faits sont punissables depuis 1810. Le fait d'imposer des relations sexuelles à ses enfants, entre ascendants, descendants, etc., eh bien, c'est interdit pénalement, sans que le mot soit dans la loi. Sans que le mot soit dans la loi. Attention. Premièrement, il a été introduit par la loi disant maintenant qu'il y a des viols qualifiés incestueux. Super, il y a le mot, il y a l'adjectif. Génial. Est-ce que c'est une nouvelle infraction? Non. Est-ce que c'est une circonstance aggravante? Non. Est-ce que les peines sont plus sévères? Non. Mais les partisans du mot dans la loi disent « content, je suis content ». C'est pas la seule fois, hein. C'est pas la seule fois. Je vais vous parler de la fessée dans un instant parce que ça a été le même débat. Comment la fessée n'est pas dans la loi? Débat, manif, pancarte, etc. Ça n'a rien changé en droit, mais les gens sont contents. On leur distribue des mots. Je termine sur l'inceste. Attention, je pense qu'il y a des psychologues parmi nous. On a eu un travail il y a quelques années là-dessus. Le mot est dans la loi. Ça change rien. C'est l'interdiction d'avoir des relations entre ascendants et descendants interdits par le code pénal. Très bien. Descendants mineurs. C'est-à-dire que ça s'arrête à 18 ans. Que dit la loi aujourd'hui sur une fille de plus de 18 ans et son père qui couchent ensemble, sur un frère et une sœur qui couchent ensemble, majeurs, et qui ont des enfants ensemble? La loi dit rien. Si elle dit une chose, ils n'ont pas le droit de se marier, c'est tout. La loi n'interdit pas une fille et son père, un fils, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère d'avoir des relations intimes quand ils sont majeurs. Les psychologues tombent dans les pommes. Ah, l'inceste, rencontre, machin, les filiations, tout ça, le brouillage de l'identité. Oui, mais c'est de la psychologie. Moi, je suis juriste. Le juriste est un animal à sang froid. Et il va dire, 18 ans, s'ils sont consentants. Après, si un père viole sa fille de 20 ans, c'est un viol. Point. Mais si elle est consentante, c'est hors champ du droit. Je termine sur la fessée parce que j'ai fait un peu de teasing, donc je vais jusqu'au bout. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant, parce que c'est arrivé en 2019 dans la loi,
manif dans la rue, édito dans les journaux. Vous vous rendez compte, la fessée n'est pas interdite dans le code pénal en France. Quel scandale, etc. Alors que en Suède, alors que machin. Et il faut, faites pression, écrivez à vos députés, etc. Donc la mayonnaise monte. Et finalement, eh bien, le Parlement a cédé et il a introduit, non pas dans le code pénal, mais dans le code civil, un texte dans l'autorité parentale qui dit l'autorité parentale s'exerce sans violence. Super. Et là, hop, on range les pancartes, plus de manif, plus d'édito, etc. Les juristes sont atterrés, mais c'est pas la première fois. Pourquoi? Parce que le code pénal interdit depuis 1810 toutes les violences, toutes les formes sur les mineurs, toutes. Que ce soit sur la fesse, sur la joue, sur le nez, sur un coup de pied latéral en pleine face ou la tête dans les cabinets, toute violence. Dans le code pénal, il y a plein de mots qui n'y sont pas. Il n'y a pas griffure, il n'y a pas brûlure, il n'y a pas morsure, etc. Non, il punit les violences. Mais ceux qui ne connaissent pas la loi et qui en font une espèce de militantisme, c'est exactement comme le mot féminicide. Hein. Certains voulaient que féminicide, comment c'est pas dans la loi? Ben non, parce que dans la loi, on punit tous les crimes et on aggrave s'il y a un lien de couple, quel que soit le genre. Quel que soit le genre. Pourquoi revenir en arrière, 60 ans en arrière, et recréer des catégories, etc. Le mot, là, n'est pas rentré dans la loi, heureusement, parce que, y compris certaines femmes, ont dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça n'a pas de sens. Inceste, ça n'est pas une infraction, ça n'est pas une surqualification, ça n'est pas une circonstance aggravante, mais c'est dans la loi, certes. Qu'est-ce que ça change? Il y a une formule de Montesquieu qui dit, on ne change pas les mœurs par la loi. Au contraire, c'est par l'évolution des mœurs qu'on peut éventuellement faire changer la loi. Et en matière d'accompagnement sexuel, j'espère bien que des journées comme aujourd'hui, des débats, des écrits, des réflexions. Moi, ce qui me pousse à l'optimisme, c'est, je suis enseignant, c'est mon métier, c'est que je vois le nombre d'étudiants qui aujourd'hui s'intéressent. Il y a 10 ans, il y avait de temps en temps un élève infirmier, un psycho, un juriste. Aujourd'hui, on a tous dans nos boîtes mail très régulièrement des étudiants, mais aussi des organes, des médias, etc., qui veulent nous contacter quand ils nous repèrent sur le net. La société a envie d'en parler. Eh ben, déjà, les mots, c'est le début d'une évolution, le début d'une protection. Une autre question? Tu m'as posé une question ce matin, Julie, Je t'ai sur le posé fait une d'aller question. dans un magasin acheter. Ah oui, alors oui, forcément avec Intimagir, nous on a régulièrement des interpellations et des réflexions de professionnels dans les établissements, et dont une où bah voilà, face à ces thématiques, on peut avoir des croyances et enfin, dans une structure, des professionnels qui pouvaient me dire non mais nous de toute façon déjà d'une on n'en parle pas, c'est pas notre rôle, c'est pas notre métier, on fait pas ça. Et en plus de ça, comment ça, aller acheter des sextoys, des choses comme ça, mais moi je suis d'une part un prostitué et puis je veux pas être proxénète. Donc j'aime bien dire ces petites choses à Bruno, parce que forcément d'un point de vue légal, non, on n'est pas proxénète, on n'est pas prostitué si on accompagne une personne, ou si même nous on va acheter un objet sexuel pour que la personne puisse accéder à sa liberté de sexualité. Voilà. Et ça, c'est honnêtement des propos qu'on a régulièrement nous au sein d'Intimagir, quoi. Je rajoute, alors il y a les sextoys, il y a aussi une grande question, même si ça a évolué, c'est l'accès à la pornographie. Pourquoi ça a évolué? Parce que maintenant, on n'a plus besoin d'aller dans un sex shop ou même dans un bureau de tabac ou une librairie. Sur une tablette ou un téléphone, on accède à de la pornographie. Mais c'est une vraie question. L'évolution de la société française à l'égard du porno. Parce que c'est une évolution qui est complètement restrictive. Hein. Il y a eu, à Strasbourg d'ailleurs, une réunion, une conférence et un texte du Haut Comité à l'égalité homme-femme sur pornographie, l'enfer du décor, et qui commence par ces mots, parce que la pornographie doit être traitée comme un crime contre l'humanité. Et là encore, les juristes sont interpellés parce que il y a une pornographie licite, permise, et une pornographie interdite. Bien sûr qu'il y a une pornographie interdite, évidemment.
évidemment, et depuis toujours. Pornographie qui implique des mineurs, pornographie exposée à des mineurs, etc. Mais la pornographie d'adultes à l'égard d'adultes, on est dans le licite, le permis. Après que moralement, ça soit pas sain qu'un individu passe 3 heures par jour à regarder des images, etc. C'est un problème moral. Mais juridiquement, c'est pas interdit. Si c'est des images avec des mineurs, c'est interdit, c'est la pédopornographie. Mais pornographie d'adultes, ça n'est pas interdit. Et donc, on revient à notre sujet. Un éducateur à qui un résident majeur disait tu peux aller m'acheter une cassette ou un DVD ou m'aider à me connecter au site, machin, etc. Qui dit, moi, je veux pas être proxénète. Ça n'a aucun rapport avec le proxénétisme, aucun. Après, ça renvoie à une question de morale personnelle de l'auteur des faits. Et quand on est sur la morale personnelle, je termine sur un autre point. J'ai parlé tout à l'heure du baiser forcé. Évidemment, c'est une agression. Il y a un vrai problème, à mon sens, aujourd'hui, sur les ados qui s'embrassent dans les institutions. J'ai eu l'occasion de travailler dans un établissement de mon département, du côté de Flavigny, je dirais pas où. Aujourd'hui, dans cet établissement, on est tellement dans la parano que lorsque 2 ados sont vus en train de s'embrasser, c'est un signalement. Ça arrive à la CEMA, cellule de l'enfance maltraitée. Aujourd'hui, 15h30, avons vu derrière un bosquet le petit Kevin et la petite Kevina en train de se rouler une galoche, etc. On est dans une paranoïa, certains vont dire principe de précaution ou du parapluie. Aujourd'hui, il y a une hyper sexualisation d'une part, et puis d'autre part une espèce de recherche absolue de sécurité, de je veux pas d'ennui, je veux pas qu'on me reproche, je veux pas ceci, qui va jusqu'à et bien ensuite, évidemment, séparer les ados, faire des rapports aux parents, mettre dans le dossier, etc. Enfin, des trucs qui me paraissent aberrants. On n'est pas dans l'accompagnement vers l'exercice d'une liberté. Ça, c'est un point de vue personnel. Des prostituées qui exerçaient en camping-car. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Et il me semble, si ma mémoire est bonne, ça remonte à 25 ans, il y a eu un procès. L'établissement a porté plainte. Et je crois qu'elle n'avait pas été inquiétée, si je ne m'abuse. c'est un film, National 7, c'est un film où on voit les éducateurs qui vont mesurer la taille d'ouverture des camionnettes, etc. C'est justement un des premiers films qui a permis d'exposer, de permettre de visualiser cette problématique. Et je crois que non. Après, qu'il puisse y avoir un employeur casse-bonbon qui vous reproche d'avoir pris des initiatives, par exemple, d'utiliser le matériel de l'établissement pour faire des choses qui ne sont pas prévues. Ça, c'est du pouvoir de l'employeur. À l'inverse, dans notre colloque de Nancy sur des sexualités et des handicaps, il y avait le responsable d'un établissement de Sarreguemines qui expliquait que les mercredis, avec le véhicule de l'établissement, ils allaient à Sarrebruck. Avec tous ceux qui étaient volontaires qui s'étaient inscrits, certains allaient acheter du chocolat, d'autres au cinéma, d'autres allaient à l'Eros Center de Vannes, qui est accessible avec une rampe. Et puis les récupérer des heures après, etc. Et il disait, et il l'assumait, il était proxénète, puisqu'il faisait l'intermédiaire entre le client et les personnes qui se prostituent. Zéro ennui, seul problème, dit-il. C'est pas ma morale, c'est la gestion de l'argent. Parce qu'il y a des proches, des parents, des tuteurs qui sont tout à fait d'accord. Ok, voilà 50 € ou 100 €, etc. Et d'autres, non. Mais c'est les mecs qui vont dire, si c'est pour du chocolat, oui, mais pas des clubs. Et c'est de la morale, ça. Sur un majeur libre de disposer, etc. Après, c'est de la morale. Sur les films, juste un mot. National 7, je crois que c'est un des premiers, peut-être le premier, 25 ans. Moi, j'ai bien aimé, et vous l'avez probablement vu aussi, que ça devienne justement non plus le cœur d'une intrigue, mais dans la série qui s'appelle Sex Education, 4 saisons, etc. Il y a au début de la 3e et puis dans la 4e, un des personnages, Isaac, qui est en fauteuil, mais ça arrive de telle manière que c'est à la fin de la série qu'on dit, tiens, au fait, oui, il y avait un
un individu en situation de handicap. On est dans le ressort de l'histoire d'amour des ados, des post-ados, etc. Et c'est très bien. Parce que la série n'est pas présentée comme étant la série spéciale handicap, pas du tout. C'est un des éléments narratifs.